Bonjour à tous. J'ai pas besoin de... Bonjour à tous, bienvenue de ma part aussi à ce colloque. Merci aussi aux organisateurs. Je sais pour l'avoir vu à quel point ils ont bien travaillé. Je dois tous les remercier un par un, mais ils se reconnaîtront. C'est un gros travail évidemment d'organiser un colloque. Un colloque qui n'est pas une finalité en soi, comme l'a dit très bien Yves Kless à l'instant, mais qui est juste une manière de poser les bases d'une vraie activité concrète. Alors justement, pour rester tout à fait concret dans cet exposé, Yves Kless a dit aussi quelque chose que je partage tout à fait, c'est que la connaissance, c'est le premier levier de l'éthique. L'éthique ne doit pas se réduire aux bons sentiments. Il y en a profusion, vous savez, notamment chez ceux qui n'en éprouvent pas. Donc, il faut absolument faire avancer aussi les connaissances des soignants, des éducateurs, de ceux qui travaillent avec les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, pour éclaircir un petit peu, faire avancer un petit peu la cause éthique. Bon, de manière modeste, à petits pas, sans grande parole, sans posture, sans imposture aussi, mais simplement en regardant un petit peu comment mieux comprendre les questions que tout le monde connaît, mais qui ne sont peut-être pas envisagées d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue tout à fait concret. Alors, je vous propose donc une petite intervention sur la... Je vais essayer d'être bref, parce qu'on a pris du retard. Une petite intervention sur la continuité de l'existence, qui est évidemment un grand enjeu et une grande difficulté. Alors, je vais un petit peu illustrer mon propos, parce qu'il est déjà l'heure du repas et la concentration n'est pas sans doute maximale, par certaines œuvres d'un ami dessinateur sud-coréen qui est né en 1980, qui s'appelle Moonassi, qui est génial. Je vous invite à voir son site en ligne. Alors, c'est quelqu'un de profondément dépressif, malheureusement. D'ailleurs, il a exposé des œuvres récemment, mais il n'est pas venu, parce qu'il n'avait pas le courage d'affronter son public. Mais c'est des œuvres alors, qui parlent de lui, de son sentiment de solitude, dans une société, vous savez, hyper compétitive. Il est un petit peu laissé de côté. Il a fait un long séjour dans un monastère en Thaïlande, et il a eu le malheur de montrer qu'il savait dessiner, donc ils lui ont demandé, les moines, de repeindre tout le monastère, de dessiner tout autour du monastère, gracieusement, bien sûr, hein, ça doit coûter cher, parce que c'est un artiste déjà assez reconnu, internationalement. Donc, il réfléchit beaucoup au sentiment de dérédiction, de perte de soi, vous voyez, sentiment de ne plus coïncider avec soi, j'en parlerai. Et là, je me suis dit que cette image, qui est personnelle, hein, qui ne parle pas du tout des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, reflétait quand même bien cette réalité, parce qu'on a cette idée de rupture, justement, de tomber en morceaux. Vous voyez, lorsqu'on perd la mémoire, lorsqu'on est avec un handicap sévère, on est comme divisé, c'est le parcellement de l'être, n'est-ce pas? On est en quelque sorte épars, et comment rassembler au mieux possible ces morceaux de soi, ces morceaux un peu éclatés de soi, voilà. Comment surmonter l'éclatement? C'est pas simple, comme on le sait. Alors, je voudrais d'abord faire le constat, très simplement, de la double rupture, voilà, peut-être même triple, je vais rajouter un point rapidement, la double rupture que connaissent les personnes âgées dépendantes, mais aussi les personnes en situation de handicap, pour des raisons un peu différentes, bien sûr, parfois acquises, comme on va le voir. Chacun sait que les personnes âgées en EHPAD, c'est une suggestion que ma maman m'a donnée, qui est fantastique, elle m'a dit, elles sont comme des ombres en fait. Elle pense à l'Hadès, ma mère, elle a des lettres, bien sûr. Vous voyez, les ombres de l'Hadès, quand les gens meurent, alors ce n'est pas le cas, bien sûr, en EHPAD, mais les Grecs pensaient qu'ils étaient réduits à une forme d'ombre, le royaume des ombres, et qu'ils étaient toujours là, donc on pouvait les visiter éventuellement. Ulysse descend à l'Hadès à un moment, visiter Achille, voilà. Ils sont comme des ombres, ils mènent l'existence d'ombres. Autrement dit, ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été. Vous voyez, on a ce sentiment, quand on visite un EHPAD, peut-être vous aussi, qu'on a affaire à des gens qui étaient avant ceci, cela, mais aujourd'hui ne sont plus, alors ils leur ressemblent, ils sont à peu près comme eux, mais ils ne sont plus que l'ombre de ceux qu'ils ont été. Et c'est très douloureux, bien sûr, pour nous, de les voir dans cet état-là. Donc, quand on entre en EHPAD, il y a une double rupture. Je pense que cette connaissance est intéressante déjà. Il y a d'abord la rupture qu'a introduit la maladie, vous savez, soit une maladie devenue, soit acquise, hein,
La rupture, bien sûr, de la mémoire, de la continuité de l'existence, lorsqu'on ne fait plus un avec celui qu'on a été, d'accord? Ou bien, quand c'est un handicap à la naissance, bien sûr, cette difficulté, cette incapacité à être ce qu'on aurait pu être. Spinoza, à un moment, le philosophe hollandais, Spinoza disait à un moment, c'est idiot de dire qu'un aveugle est privé de vue s'il est né aveugle, parce qu'en fait, il n'a jamais eu la vue, donc il n'en est pas privé. Pas plus qu'une pierre n'est privée de vue. Oui, en même temps, évidemment, on va comparer, nous, la personne en situation de handicap, à ce qu'elle aurait pu être. Donc on va envisager ça sous l'angle de la privation ou de l'accident de vie, etc. Donc en même temps, elle ne va pas avoir les capacités, pas beaucoup de capacités pour le handicap aujourd'hui, vous savez, les capacités de se rassembler toute seule. Il faudra l'aider à limiter cette, par exemple pour les autistes, vous le savez, limiter cet éparpillement qu'introduit la maladie. Donc la première rupture, bien sûr, personne n'y est pour rien, c'est la faute de la maladie, on va dire. Là, il n'y a pas de responsabilité juridique ou pénale là-dedans, c'est juste la faute de la maladie. Il faut se déculpabiliser là-dessus, c'est difficile souvent pour les parents ou les proches. Deuxième rupture, alors celle-là, un peu plus, sur laquelle on peut plus agir, la rupture que représente l'entrée en institution. J'étais récemment dans un de nos établissements, un EHPAD, et ce qu'a dit une résidente qui participait à une réunion, c'était, en réalité, pour moi, quand je suis arrivé, c'était un choc de voir des personnes aussi abîmées, aussi dépendantes, à l'entrée même de l'institution. Vous savez, parfois dans les EHPAD, vous entrez, le sas d'entrée, si je puis dire, il y a les patients les plus lourds, les résidents peut-être les plus lourds. Donc elle a dit, pour moi, c'était un choc, alors elle n'est pas beaucoup mieux qu'eux, mais mentalement elle était encore plus avancée, bien sûr. C'est ce choc d'être confronté à des gens si en difficulté. Elle a eu envie à ce moment-là, vous savez, de rebrousser chemin, bien entendu, de repartir chez elle. Mais il n'y avait plus de chez elle. Donc cette difficulté qui est de quitter son chez-soi, vous savez, on en parle beaucoup pour les personnes âgées, parce qu'elles ont leur repère, parce qu'elles sont bien chez elles, etc. Ça vaut aussi pour les personnes en situation de handicap, qui sont sécurisées par l'environnement familier. Donc, cette difficulté de quitter son chez-soi, parfois, vous savez, ça se fait de manière assez brutale, c'est-à-dire la personne est admise au tout dernier moment, et donc elle doit juste faire un dernier tour chez elle, prendre des affaires et partir, elle ne reviendra plus jamais chez elle. Imaginez le choc que c'est si on est délocalisé comme ça de chez soi, sans crier gare, comme peuvent l'être les témoins protégés, etc. Vous voyez ? Donc, il y a ce choc existentiel que représente l'entrée en EHPAD et la perte du chez-soi. Peut-être une troisième rupture encore qui m'inspirait par l'exposé de Laure Clorec, un choc culinaire en arrivant, comme elle dit, un choc culinaire en arrivant en établissement, le fait de découvrir justement, peut-être au bout de 60 ans, de redécouvrir la restauration collective et ses charmes, et là de se dire pourquoi on ne mange pas chez soi. Il y a plein d'EHPAD, vous savez, en province, où il y a des fromages du terroir ou des choses qu'on pourrait avoir simplement, mais qu'on n'a pas à l'EHPAD. Et c'est étonnant de se dire pourquoi est-ce qu'on garde pas certains repères pour les personnes qui ont toujours mangé de cette manière-là. Pourquoi on standardise l'alimentation, s'il est possible, sans trop de coûts supplémentaires, de garder une certaine continuité de la vie pour la personne. Donc l'essentiel, bien sûr, on peut amener les affaires, créer une chambre, créer un environnement familier, mais ces trois ruptures existent bien sûr. Donc voilà, comment surmonter, voilà le constat, comment surmonter un petit peu ces ruptures. Comme le dit David Le Breton, sociologue, je vous renvoie à ce livre récent qui s'appelle Disparaître de soi, il y a un chapitre sur Alzheimer à la fin. C'est comme une lente disparition de soi. C'est comme si on s'exilait de plus en plus loin de soi. On n'a plus de contact avec le centre de sa personnalité. Vous voyez ? Cette idée de lentement disparaître de soi, ne plus coïncider avec soi. Voilà la difficulté de la chose. Donc, dernier point intéressant ici, c'est l'aliénation du corps. J'ai beaucoup parlé du corps dans cet exposé, parce que c'est fondamental pour moi pour le sentiment d'exister. En EHPAD aussi, à cause de la maladie en partie, mais aussi à cause de la vie en institution, à cause du coucher très précoce, etc. Et l'aliénation de son propre corps, qui ne nous appartient plus tout à fait, qui est un objet de soin, qui est un objet de surveillance, donc qui est un petit peu un corps, qui devient un corps un peu étranger pour la personne qui l'a, ou qui l'a plus tout à fait. Voilà, donc la personne est hors sujet, en quelque sorte. Je reprends cette formule que j'ai lue dans un roman qui parlait d'autre chose. La personne est hors sujet, c'est-à-dire elle est boutée un peu hors d'elle-même. Elle est hors de sa personne.
Et là, on peut imaginer comme Mounassi, alors là encore, il ne parle pas des personnes âgées, il parle de lui. On peut imaginer que quand on revoit des anciennes parties de soi, des anciennes photos, on ne se reconnaît plus. Vous savez tous que la personne âgée, alors on a tapissé sa chambre de photos d'enfance, etc. Au bout d'un moment, elle ne les regarde plus. Elle ne s'identifie plus, bien sûr, elle n'identifie plus les personnes sur les photos. Donc, c'est des photos qui ne correspondent plus à du vécu, à quelque chose de familier, souvent. Donc, c'est comme si on revient sur soi et qu'on ne se reconnaît plus. C'est un drame, le drame de la non-reconnaissance de soi. Alors, c'est le constat, modérément tragique, je dirais juste réaliste de la situation, mais est-ce qu'on ne prend pas les choses un peu à l'envers? Voilà ce que je vais vous montrer de manière un peu nouvelle maintenant. Est-ce qu'on ne surestime pas la continuité de l'être? Est-ce que nous coïncidons par exemple avec nous-mêmes? Voyons ça d'abord avant de proposer quelques pistes concrètes. Encore un dessin de Mounassi, ça c'est un des plus récents, il a été exposé le mois dernier dans une galerie. Vous voyez un peu, c'est une photo que j'ai prise moi, donc elle n'est pas très bien prise, il y a de meilleurs photographes dans la salle. C'est l'impossible coïncidence avec soi. C'est-à-dire nous avons tous ce sentiment, à certains moments, que nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes. Nous ne réagissons pas tout à fait comme nous réagissons normalement. Donc on est en recherche constamment de cette coïncidence peut-être impossible avec soi-même. Voilà, je pense que c'est intéressant. Et si vous rappelez votre bac de philo, qui doit remonter pour certains, suis-je ce que j'ai conscience d'être? Voilà une question classique en philo. Et alors, les élèves répondent souvent de manière candide, bien sûr, qu'est-ce que je peux être d'autre que moi-même? Qu'est-ce que j'ai conscience d'être? Et là, on leur balance, première grande découverte, l'inconscient. Eh bien, il y a un inconscient, il y a des choses qui vous dépassent, etc. Mais est-ce que je coïncide tout à fait avec moi-même? Comme l'a montré David Hume, le plus grand philosophe écossais avant Sean Connery, par rapport à Descartes, vous savez que Descartes pensait naïvement que nous coïncidions toujours avec nous-mêmes. Tant que nous pensons, pour Descartes, nous pensons consciemment. David Hume fait juste, c'est une évidence, c'est quelque chose de très simple. Ben, quand nous dormons, notre conscience de soi elle est suspendue, elle est interrompue. Quand nous avons une petite rêverie diurne, eh bien notre conscience de soi est suspendue. Nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes. Pareil, lorsque nous sommes dans le coma inconscient, lorsque nous sommes un petit peu, on a trop bu, on est un petit peu dans un état second, etc. Eh bien, là encore, on n'a pas de continuité de la conscience. Donc la réalité pour chacun de nous, pas seulement pour la personne âgée, c'est la discontinuité des états de conscience. Discontinuité des états de conscience. Et pour vous éclairer là-dessus, un petit concept que vous ne connaissez peut-être pas, la pycnolepsie, c'est Paul Virilio, grand philosophe récemment décédé, grand penseur de la vitesse, de l'accélération de notre époque. Paul Virilio disait, alors il appelle ça pycnolepsie par analogie avec l'épilepsie, vous voyez. La pycnolepsie, c'est les petits moments d'absence que chacun de nous a, j'espère pas pendant cette journée, mais les moments où on s'évade en pensée, mentalement, où le corps va ailleurs, l'esprit vagabonde, vous voyez. Et donc, chacun de nous connaît, au moins plusieurs fois par jour, vous voyez, ces moments de distraction, ces moments d'évasion. Alors, c'est plus dangereux, comme dit Virilio, si on les connaît, si on connaît ces moments-là pendant qu'on conduit, bien entendu. Et certains, sans parler des apnéistes du sommeil, bien sûr, certains peuvent se mettre en danger s'ils ont des moments de distraction comme ça en conduisant, etc. Donc la pycnolepsie, c'est simplement quelque chose de normal par rapport à l'épilepsie, vous voyez. L'épilepsie, bien sûr, c'est une maladie, mais la pycnolepsie, c'est un état tout à fait normal qui montre qu'aucun de nous ne peut soutenir sa volonté consciente, sa pensée consciente, tout le temps. Ou du moins, ça serait pathologique. Comme ces personnes qui ont une mémoire, vous savez, hypermnésie, une mémoire consciente permanente. C'est de la souffrance pure, bien sûr, parce qu'ils n'arrivent pas à oublier, ils n'arrivent pas à se distraire de l'essentiel. Imaginez si on vit par exemple une mauvaise situation, qu'on ne puisse à aucun moment penser à autre chose. Bien évidemment, ça serait injouable. Imaginez le prisonnier s'il pensait à son état tout le temps. Heureusement, dit Nietzsche qu'il y a la nuit en prison, que l'on peut dormir la nuit et s'évader en moins en pensée, s'évader dans le rêve. Hein. Sinon, personne ne tiendrait 20 ans en prison. Bon, donc, l'idée essentielle ici, que j'espère avoir passée, c'est qu'il n'y a pas d'essence de l'être. Il faut en finir avec cette idée de continuité. Quand vous voyez des livres sur Alzheimer, il y en a un que je connais par exemple, qui s'appelle « Quand la conscience s'en va ». Comme si la conscience était là avant, comme si elle était continue. Vous voyez, la conscience s'en va, mais enfin, elle s'en va vraiment. Mais elle allait et venait déjà, elle déambulait déjà dans la vraie vie, n'est-ce pas? Donc, l'identité de chacun de nous, vous le savez, elle évolue, elle progresse, etc. L'identité est fluctuante. L'identité de chacun de nous est évolutive. D'ailleurs, on peut changer physiquement et ne plus être reconnu, etc. Donc,
Qu'est-ce qui assure concrètement la continuité de notre être? On va appliquer ça à l'EHPAD directement. C'est le corps. C'est le corps qui sert de trait d'union. On ne reconnaît plus la personne, donc on ne reconnaît plus son esprit, parce qu'il n'est peut-être plus tout à fait là, mais on reconnaît encore son corps. Je le dirais, juste pour plaisanter, c'est pareil par exemple avec son conjoint ou sa conjointe. Au bout d'un certain temps, ce n'est plus la personne qu'on a épousée. Hein? Il y a une évolution, bien entendu. Il y a une évolution de l'être, ou des évolutions croisées qui font qu'on s'éloigne inexorablement. Donc, c'est dans le corps seulement qu'il y a une continuité. L'identité, elle, a évolué, bien sûr, elle a évolué chez chacun de nous. Elle a évolué aussi un peu plus, bien entendu, beaucoup plus chez la personne âgée en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît tous les jours malgré les changements physiques, etc. Eh bien, c'est parce qu'on reconnaît son corps. Comme il ne change pas brutalement, si on se réveille avec une autre tête, bien sûr, comme dans les films, là, on reconnaîtrait la différence. Mais il faudrait prendre, vous savez, comme certaines expériences, des photos tous les ans et les faire défiler rapidement pour voir l'évolution aussi du corps, qui est beaucoup plus lente, par rapport à des drames de la perte de mémoire assez rapides, etc. Voilà. J'ai dit l'essentiel, donc comment changer les représentations par rapport à la conscience de soi. Oublions un peu la conscience de soi, qui est trop idéaliste, qui est trop abstraite, et parlons plutôt, comme François Flahault, que je cite ici, je vais revenir à l'image tout de suite. François Flahault a écrit un grand livre qu'on peut ne pas lire, comme dit le Canard enchaîné, parce qu'il fait 800 pages, ça s'appelle Le sentiment d'exister. Ce soi qui ne va pas de soi, le sous-titre est génial, ce soi qui ne va pas de soi. François Flahault a voulu montrer, mais ça a pris 800 pages, vous voyez, que à force de surestimer la conscience au sens cartésien du terme, à force de penser que l'identité d'une personne, c'est l'équivalence consciente d'elle-même tout le temps, eh bien on a oublié en réalité que la vraie identité, elle est pour la plupart du temps inconsciente et qu'elle se fait au niveau du corps. Donc on va plutôt parler d'interoception dans un moment. Mais je vous montre d'abord la photo de Mounassi, un troisième dessin de Mounassi. Vous avez ici ce sentiment, vous voyez, de perte de soi. Quelqu'un face à un trou noir, vous voyez, il fait juste du noir et blanc, il ne fait jamais de couleur, Mounassi. Il fait toujours ces personnages-là que vous avez déjà vus. Et cette idée qu'on est face à un trou noir. On est face à son esprit, vous voyez, on est face à un trou noir. Donc, où trouver une certaine identité? Ailleurs que dans le corps. Voilà. Alors, si on change de représentation, vous voyez, c'est fondamental, parce que nous sommes tous cartésiens, inconsciemment, c'est un paradoxe, inconsciemment cartésiens, et donc nous avons tous tendance à surestimer la conscience et à surestimer la réflexion consciente. Et nous avons tous tendance, vous le savez, à imaginer que quelqu'un qui ne réfléchit plus ou qui n'a jamais réfléchi, eh bien, est quelque part pas au même niveau que nous, qui ne réfléchit pas du tout, hein, qu'il n'est pas du tout tout à fait comme nous, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à... L'idée de mort cérébrale, par exemple, le montre, en 68, la définition de la mort cérébrale, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui compte. Si le cerveau meurt, alors la personne meurt. C'était évidemment pour faciliter les prélèvements d'organes, mais ça en dit long sur la surestimation du cerveau par rapport au reste du corps. Donc le sentiment d'exister, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le retour aux sensations corporelles. Le sentiment d'exister pour chacun de nous, et le matin, quand on n'est pas tout à fait réveillé, vous le savez, et qu'on est en train de, alors pour certains, se gratter les fesses, ou d'autres, voilà, écouter la radio, l'allumer mécaniquement, etc., nous sommes dans la sensation corporelle pure. Nous ne sommes pas encore en train de réfléchir, n'est-ce pas? Ça viendra un peu après. Et c'est dommage parce que ça exclut le rêve, vous savez, ça nous fait oublier le rêve aussitôt, ça nous remet dans la réalité. Je dis, zut, j'ai un colloque dans une demi-heure, je suis en retard, etc. Voilà. Donc, pensons plutôt au niveau du corps. Ce qu'on appelle les troubles du comportement. On utilise trop facilement cette formule, vous savez, ce sont les troubles du corps, en fait, du corps tout entier. Le comportement est troublé parce que le corps n'est plus tout à fait reconnaissable, tout à fait en état de fonctionnement. Donc la démence n'est pas qu'une altération du cerveau, comme on le pense trop communément encore, mais elle affecte évidemment le corps tout entier. Pensons aussi au handicap, bien sûr. J'ai parfois participé à des colloques sur handicap psychique et on prenait beaucoup de temps pour le distinguer du handicap moteur. Mais est-ce que le handicap psychique n'entraîne pas le handicap physique? Bien sûr que si. Est-ce que le handicap physique ne finit pas par altérer la conscience? Bien entendu que si. Donc c'est une opposition un petit peu factice, un petit peu facile, un petit peu juste à but taxinomique. Donc, si on parle de l'interoception, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est la conscience de son corps, pour le dire rapidement, c'est la capacité de prendre conscience des sensations corporelles. C'est-à-dire c'est une capacité qu'on a tous, indépendamment de la réflexion, de savoir, de connaître l'état de notre corps.
pour le dire de manière non médicale, assez rapide. Comme vous le savez, cette conscience interoceptive, elle est remise en cause dans la maladie, dans le handicap, elle est remise en cause par la perte de mémoire. Donc il y a une faible conscience interoceptive chez les personnes âgées, par exemple, et chez les personnes démentes, etc. Alors, ce qui fait cette faible conscience, on l'a montré par exemple pour l'anorexie mentale, cette faible conscience interoceptive fait que tout regard porté sur soi va être exagéré dans son aspect péjoratif. Et si quelqu'un nous regarde mal, on va le vivre très mal si notre conscience interoceptive est faible, vous voyez? Alors, ce qui fait que, et moi j'interviens beaucoup là-dessus, ce qui fait que, même si on est très bien intentionné, même si on est un bon soignant, un bon professionnel, c'est pas de problème, personne n'est... Enfin, il y a des gens maltraitants, délinquants, mais c'est une infime minorité, comme le disait Yves, mais même si on est bien intentionné, eh bien, on va peut-être laisser transparaître une certaine indifférence, un certain détachement par rapport à des gens qui ont tout leur temps, qui sont là, qui peuvent attendre un peu. Donc, pour les établissements handicap, par exemple, quand on fait parler les usagers, ils vous disent, parfois les éducateurs sont souvent sur leur téléphone et on n'existe plus. Vous voyez, bon, c'est intéressant. Ils peuvent l'exprimer. Et ils sentent ça encore plus fortement que nous si nous étions snobés. Quelqu'un qui a une faible conscience interoceptive, il vit cette manière d'être relégué, d'être ignoré, beaucoup plus fortement que quelqu'un qui aurait des exercices solides, qui aurait une conscience, une estime de soi assez forte, etc. Georges Solus a montré, pour finir, rapidement, Georges Solus, qui est un psychiatre marseillais, un ami, a montré que même chez la personne polyhandicapée, qui cumule les handicaps, il y a quand même une esquisse de pensée. On a tendance à dire qu'elle ne pense pas, elle ne communique pas, etc. Mais en fait, il a montré qu'ils ont une pensée embryonnaire, c'est pas du tout pour les flatter, hein, bien sûr, c'est une pensée vraiment rudimentaire, mais c'est une pensée protopsychique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se représenter les choses. Et ils peuvent notamment voir si on s'intéresse à eux réellement ou pas. Ils sont attentifs notamment au regard. Le regard. Ils réagissent comme le bébé, vous savez, de quelques jours, il réagit au fait de lui montrer des images positives ou pas. Donc ils peuvent encore avoir ces réactions-là, d'où l'importance du regard qu'on porte sur eux. Alors, justement, les représentations, un mot, puis je conclurai. Les représentations, vous le savez, restent négatives. Pour moi, c'est le principal obstacle à l'éthique. Les représentations, toujours négatives, même de gens très bien intentionnés. Ce n'est pas le problème des intentions, qui sont bonnes, mais de l'inadéquation avec la réalité. Comme l'a montré Giorgio Agamben, quand on a affaire à une vie nue, c'est un grand philosophe italien qui écrit un des plus grands philosophes actuels, encore vivant, qui écrit notamment Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue. Qu'est-ce que la vie nue? Eh bien, c'est la vie totalement démunie, la vie totalement précarisée, la vie sans filet, sans soutien, la vie qui est complètement dépendante. Bon, donc notre public, c'est la vie nue. Et on peut montrer que des représentations négatives en cours, même chez les soignants, à leur insu, bien sûr, c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat, parce que quand on a affaire à la vie nue, on a tendance à l'infantiliser. On a tendance à exprimer un pouvoir souverain, pas du tout dans des buts de domination ou d'abus, etc. Je mets ça de côté, comme Yves tout à l'heure, la responsabilité pénale, mais simplement dans le fait qu'on est responsable de cette vie, parce qu'elle est entièrement dépendante de nous, et donc du coup, on a une toute-puissance, alors qu'on peut bien utiliser, bien sûr, mais qu'on doit mettre en faveur d'une plus grande autonomie ou d'un plus grand appui pour ces personnes-là, bien sûr. Donc, la tentation souveraine, c'est le fait de se dire, ces publics-là, par exemple en EHPAD, on le voit très bien, ces publics-là sont des publics captifs, ce sont des publics qui peuvent attendre, n'est-ce pas, à leur tour. Donc on va peut-être, voilà, à un certain moment, ne pas être tout à fait bien regardant, si j'ose dire, avoir des regards qui glissent, ou ne pas regarder du tout les personnes, qui vont nous le faire sentir par l'agressivité ou par l'impatience, évidemment. Tu ne vas pas assez regarder, etc. Voilà. Donc, si on oublie un peu le cerveau et l'aspect cartésien, si on arrête d'être aussi cérébral, d'accord, on voit que la première chose, c'est de changer de regard sur des personnes en situation de handicap grave ou des personnes démentes. Changer de regard, c'est-à-dire appliquer ce que Quine appelle, c'est un philosophe anglais, appelle le principe de charité. Alors ça n'a rien à voir avec la charité chrétienne, hein. Le principe de charité consiste à faire crédit à l'autre. Essayer de suspendre ses représentations. C'est difficile. Parce que quand j'ai affaire à une personne polyhandicapée, je peux vous le dire, les parents aussi le disent, hein, c'est pas du tout tabou. Souvenez-vous du livre de Jean-Louis Fournier, Où on va papa? On a tous difficulté à se dire, est-ce que c'est vraiment une personne humaine? Alors, on se retient de le dire, bien sûr, parce que c'est politiquement incorrect, mais on se dit aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans?
Jean-Dominique Bauby l'a montré, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce corps un petit peu inerte, hein? Donc, il faut dépasser ce premier moment qui est le moment normal de... Parce qu'on a vraiment affaire à quelqu'un, il ne réfléchit plus, il ne bouge plus. Bon, pour se dire, je dois lui faire un peu de crédit gratuit, vous voyez, c'est difficile à notre époque, hein. Je dois lui faire un peu de crédit gratuit pour voir ce qu'il a m'apporté. Donc si je lui fais ce crédit-là, il va peut-être montrer des choses qu'il ne montrerait pas si je n'ai pas ce regard adéquat. Vous avez des vidéos très frappantes de Naomi Feil, qui a fait une thérapie par la validation, où elle fait parler des gens mutiques, des gens diagnostiqués mutiques, où elle fait chanter, alors à partir du contact, du toucher, je vais finir là-dessus, le toucher, à partir de stimulation corporelle, elle fait parler des gens classés mutiques, des gens qui étaient tout à fait perdus, elle les fait remonter à la surface, c'est assez impressionnant. Alors, la rencontre finalement, vous voyez, du soignant ou du proche même avec le résident, c'est une rencontre du troisième type, que je symbolise par cette belle photo de Gilbert Garcin, qui est un photographe âgé, qui a malheureusement arrêté la photo, hein, qui a commencé à photographier à la retraite et qui n'a jamais arrêté, qui est très connu aujourd'hui, après avoir fait des rencontres d'art. Gilbert Garcin, là il parle du couple, hein, homme et femme, la rencontre impossible entre l'homme et la femme, mais on pourrait l'appliquer là encore à la rencontre impossible, mais peut-être tout de même réalisable, avec une autre intention de notre part, avec la personne en situation de handicap ou la personne âgée. Alors, voilà très vite la conclusion. Vous savez que quand les proches arrivent en EHPAD, ils disent souvent aux soignants « Ah, si jamais vous l'avez vu avant, si vous avez vu la personne qu'il était, etc. » Parfois devant la personne. Et un jour, un soignant avait répondu, j'ai trouvé ça génial, il dit « Mais il est toujours là, c'est la même personne qu'avant. » C'est le même corps, vous voyez, c'est le même corps. L'esprit est peut-être pas parti, hein, mais il est en recul, il est en retrait, en exil, comme je l'ai dit, mais la personne est toujours là. Son corps est toujours là. Et je vous propose cette idée, parce que récemment, je vais finir là-dessus d'ailleurs, récemment je suis allé voir mon oncle qui est dans un EHPAD au Liban, et mon oncle ne m'a pas reconnu. Pire encore, il m'a appelé du nom de mon frère. Bon, c'était une question de territoire, etc., virilité, bon, froissé. Mais je ne lui en ai pas voulu, évidemment. Je me suis dit, moi je le reconnais, au moins moi je sais qui c'est. Peu importe qu'ils ne me reconnaissent pas. Vous voyez, franchement, j'ai pris sur moi, ça me fait de la peine, mais peu importe qu'ils ne me reconnaissent pas, parce que moi je peux encore le reconnaître. C'est toujours le regard, vous voyez, qu'on porte sur ces personnes qui compte. Donc, oublions je pense donc je suis cartésien. Ces personnes parfois ne pensent plus, peut-être, ne pensent plus comme avant, ou n'ont jamais pensé réellement, une pensée d'une certaine manière très particulière, comme les polyhandicapés, mais ils sont toujours là. Ils ne pensent pas, pourtant ils sont là. Et vous savez qu'on va à l'encontre de éthiciens, entre beaucoup de guillemets, anglo-saxons, qui vous disent quelqu'un qui ne pense plus, eh bien, à quoi il sert? La société ne doit pas payer pour lui, il ne sert plus à rien, préférons les animaux en bonne santé, etc. etc. Voilà. Donc, voilà l'essentiel, voilà ma proposition, si on peut dire. Il faut partir du corps. Il faut partir du corps. Il faut prendre le corps comme fil conducteur, comme fil d'Ariane pour reconstruire un peu la continuité éclatée de la personne. La continuité menacée par la maladie, la vie en institution, etc. La vie chez soi, mais chez les autres, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a des médiations qui existent déjà. Alors, il y a un beau concours là des talents pour les photos. Je pense à l'art brut, vous savez, qui était l'idée de se donner la parole et le moyen de s'exprimer à des personnes handicapées, mentales. Déjà dans les années 60. Il y a la cinémathérapie. C'est un nouveau projet qui consiste à proposer à des proches, parce que sinon il y a des questions de droit, de consentement, c'est compliqué, proposer à des proches de filmer ou de se filmer avec leurs proches pour rebâtir des souvenirs communs. Parce que plus on avance et moins on a de photos de la personne démente, vous voyez, on prend moins de photos, on n'a pas envie de la prendre dans cet état-là, etc. Voilà. Donc, se filmer avec la personne, de manière un petit peu suivie, reconstruire une histoire, c'est rétablir la continuité un peu perdue. Il y a aussi le projet de Valérie Hu, qui est présente dans la salle, la compagnie Image, qui consiste à proposer à des résidents, à des malades, à des patients, à l'hôpital aussi, de les prendre en photo, de prendre aussi les soignants en photo, de leur faire un carnet de bord pour chacun, gratuitement, voilà, tout est pris en charge, de tapisser aussi les murs avec les photos, de changer les photos régulièrement, etc., pour qu'il y ait chez le résident une manière d'appuyer son estime de soi, de reconstruire un petit peu son estime de soi par l'image de son corps. L'image de son corps qu'au début, comme dit Valérie, il ne veut pas voir, parce que ce corps est abîmé, ce corps est très âgé, etc. Mais qu'à l'arrivée, avec lequel à l'arrivée il peut se réconcilier malgré tout. Voilà, donc si on partait du stade du miroir au début,
On parle souvent pour Alzheimer du stade du miroir brisé, vous le savez. Eh bien, comment recoller un petit peu ces morceaux? On ne va pas les guérir, bien sûr. On ne va pas en faire des gens plus conscients que nous ne le sommes pas, hein, mais on va peut-être limiter ce sentiment d'angoisse qui vient de la perte de soi, sentiment de grande anxiété qui vient de la perte de soi. Voilà donc, oublions les postures et les grands mots, partons du corps, vous voyez, et essayons de proposer une vie acceptable, la vie la plus continue possible. Moi je ne parle jamais de dignité, par exemple, je n'emploie pas de grands mots. Bon, une vie la plus acceptable possible, à défaut de redevenir pleinement soi-même. Et voilà, je termine avec la photo de mon oncle dont je parlais tout à l'heure, Vasso, qui est au Liban. D'habitude, il est très anxieux, il est dénutri aussi, l'autre, il est totalement dénutri, il pèse 45 kilos. Bon, il a 85 ans, on ne le voit pas trop sur l'image, il a l'air plus jeune, on le dit toujours. Et là, il était heureux parce qu'on l'a laissé décorer le sapin. Je vous remercie. Merci beaucoup Yanis, par rapport à tous les sujets que tu as soulevés. J'ai une question qui me tient toujours à cœur, qui est aussi la place de l'image de soi dans le regard des autres, mais en dehors des établissements. Vraiment au-delà, en considérant la société. On le voit aussi dans les différents panneaux qui ont été réalisés sur vos interventions et sur les ateliers de cet après-midi. On a, contrairement peut-être à certains a priori, des résidents qui ont ce besoin d'être en photo, ce besoin d'exister, y compris sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est pas facile pour les établissements, au-delà même des questions de droit à l'image, mais on a vraiment une expression. Quelle est toi ta position par rapport à cette communication qui pourrait être très élargie en dehors de l'établissement, quel que soit leur handicap ou leur âge? Alors ça concerne peut-être surtout les personnes handicapées plus que les résidents. Le comptage également aussi, qui doit continuer, enfin une forme de continuité de l'existence sociale, même une continuité d'existence tout court. On a plusieurs établissements qui aujourd'hui ont des pages Facebook sur lesquelles il n'y a absolument aucune difficulté à trouver des résidents pour être pris en photo. Au contraire, ça vient de la volonté des résidents de pouvoir participer. Alors après, on prend tout ce qu'on veut, la question n'est pas de savoir si on apprécie ou pas les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une volonté qui est largement exprimée par un certain nombre de résidents. Je crois qu'il y a ce besoin, comme tu le dis, d'avoir aussi une distance sociale. Donc, et puis, comme c'est le médium de l'époque, on l'utilise aussi, certainement. Et la question à partir de là, parce qu'il faut revenir à la protection, c'est comment communiquer au-delà du consentement, ou du consentement pas toujours éclairé de la personne. Donc, moi je pense que ça reflète, enfin je vais répondre indirectement, mais ça reflète surtout ce fort besoin d'exister encore socialement. Ce fort besoin d'être encore vu. Berkeley, un philosophe irlandais, disait « être, c'est être perçu ». Effectivement, si on n'est plus perçu, si on n'existe plus, si on n'est plus reconnu, eh bien on n'est plus. Donc, cette volonté d'exister aujourd'hui chez chacun de nous, enfin les jeunes aussi sur Instagram, bien sûr, les moins jeunes aussi, cette volonté d'être vu de tous, c'est peut-être une manière de compenser le fait qu'ils ne sont plus réellement regardés dans la vie quotidienne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Oui, docteur Descor, gériatre. Je voulais savoir la place que vous donnez à l'examen médical de la personne qui a justement cette impression de dispersion de son corps. Moi, j'ai l'impression que plus on les examine positivement, j'oserais presque dire tendrement, on leur redonne une dimension corporelle. Et ceci d'autant plus difficile qu'il y a d'autant moins de médecins traitants et que l'examen médical, le corps semble ne plus exister chez la personne démente. Merci pour cette question, je suis tout à fait d'accord. Il y a des études en ce moment qui m'intéressent beaucoup sur l'interoception, qui montrent, qui prouvent le rôle du toucher dans l'amélioration, l'augmentation de la conscience interoceptive. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes âgées ont besoin d'être touchées, y compris et surtout peut-être les personnes démentes. Une étude d'infirmière a montré récemment, il y a 2-3 ans, que les personnes démentes sont touchées 3 à 4 fois moins, évidemment, 3 à 4 fois moins que les personnes non démentes dans les EHPAD. Parce qu'évidemment, on est réticent à toucher quelqu'un de dément, etc. Pourtant, le toucher apaise et peut limiter les accès de démence ou simplement les comportements un peu troublés.
si on reprend cette catégorie-là. Donc effectivement, vous avez raison, mettre un peu de tendresse, rétablir le toucher, toucher des gens qui sont plus touchés parfois depuis longtemps. Une anecdote, une amie infirmière, à un moment qui ne veut pas non plus s'engager trop dans l'affect, etc. Une résidente lui demande de lui faire la bise. Alors elle dit au début, non, vous savez, c'est pas très professionnel, etc. Et elle dit, allez-y, ça fait 22 ans qu'on m'a pas fait la bise. Donc voilà, du coup, elle lui a fait la bise, évidemment, et voire plus, mais un gros câlin. Mais l'idée, c'est, ce toucher-là, c'est quelque chose de très simple. Au lieu de faire des bilans mémoire à gogo, vous savez, d'avoir des psychologues, maintenant, pas spécialisés, mais réduits au-delà de toute activité clinique digne de ce nom, à faire juste des bilans mémoire conçus par des grands experts du monde irréel, eh bien, le fait de toucher la personne, tout simplement, voire avec tendresse, mais ça, on ne peut pas l'imposer aux gens, il faut que ce soit une volonté individuelle, un parti pris individuel, mais le fait qu'ils sachent, la connaissance dont on parlait, le fait qu'ils sachent que le toucher va augmenter la conscience de soi, de son corps, de la personne, et donc améliorer son état général, sa qualité de vie, donc on est dans les objectifs de tout le monde, c'est essentiel. Et moi je suis d'accord avec vous, l'examen clinique aujourd'hui passe au deuxième plan. Le corps de l'autre n'est plus considéré comme un corps vécu, un corps vivant, mais juste comme un corps objet de soin. Enfin, pas toujours heureusement, mais c'est la tendance. Donc, le fait de resubjectiver ce corps, considéré comme le corps de quelqu'un, un corps désirant, un corps qui a des besoins, un corps qui a des choses encore exprimées, eh bien, ça permet de le stimuler et de limiter les troubles dits psychiques qui ne sont pas que psychiques, bien sûr. D'autres questions? Mais je voudrais faire un commentaire sur les photos. Je ne suis pas sûr que les personnes âgées se reconnaissent dans des photos du temps présent. Et j'ai reçu un album hier d'un ami qui est mort au printemps, et il était très fier de son corps. Il se tenait toujours très droit. Et l'album est plein de photos de lui, magnifiques. Mais sur la dernière page, on le voit qui tourne le dos, qui marche avec une canne, et il y a écrit en bas « Au revoir Claude ». Je trouve ça désolant. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre complément? Juste devant. Oui, merci. Je crois qu'on a... ce qu'on vit tous les jours sur le terrain, c'est que, je répète à l'envie, que la vie est relation et que nous existons qu'à travers l'autre. Vous et moi, chacun, on s'est construit que dans le regard de l'autre et dans le modèle de l'autre. Pour autant, tout en insistant fortement sur les sensorialités et la relation au corps, je répète à l'envie, mais un peu peut-être pour contradiction, qu'on va vieillir comme on a vécu et qu'on mourra comme on a vieilli et vécu. Et l'importance de sa propre histoire, elle est probablement aussi signifiante dans la continuité de l'être que ce que va bien évidemment être la continuité du corps, qui est peut-être un support mémoriel de mémoire un petit peu plus fort que l'esprit et son histoire, mais c'est jamais oublier ce que nous avons été. Et j'aime à citer René Scherrer qui disait, et on en revient sur le regard positif de l'autre, que nous sommes nés aphasiques, grabataires et incontinents. Nous ne parlions pas, nous ne savions pas poser un pied devant l'autre, on se déféquait et on se pissait dessus. Et pour autant, le regard parental et familial était positif. Et ce regard négatif que nous portons sur la personne âgée dépendante ou la personne handicapée très dépendante, même si je ne suis pas dupe, sans idéalisme extrême, que l'un est ascendant et l'autre est sur sa finitude, mais pour autant, on revoit toute la force du regard et de l'histoire singulière de chacun pour essayer de jouer à la fois sur le corps et sur son histoire singulière. Oui, bien sûr, je fais juste un tout petit commentaire. Oui, bien sûr, en même temps, pour le bébé, ça dépend de la qualité de ses défécations et de l'odeur, vous voyez, parce que parfois c'est dur même pour le regard parental. Mais vous avez raison, bien sûr, sur l'histoire de vie, je plaisante, mais sur l'histoire de vie, vous avez raison. Simplement, l'histoire de vie, elle est aussi dans le corps, vous voyez, il faut pas dire le corps est un support mémoriel. Non, la mémoire du corps est beaucoup plus riche que la mémoire consciente, on le sait, enfin, c'est établi depuis toujours. Et le corps n'est pas juste un support, justement, de la marche ou d'autres choses. Le corps pense, le corps imagine, le corps sent, on le voit dans le rêve, on le voit dans les états seconds dont je vous ai parlé.
Le corps, c'est la vraie continuité de notre être. Alors que le moi va et vient. Montaigne disait, mon moi d'aujourd'hui, mon moi d'hier ne sont pas le même moi. Parce que les choses se sont passées, des expériences se sont greffées, l'histoire de vie est passée par là. Mais le corps, lui, intègre cette diversité, ne cherche pas à l'unifier rapidement, c'est-à-dire en décapant, en résumant, comme le moi. Merci beaucoup Yanis. Malheureusement, le temps nous presse. Directeur des sciences humaines et sociales à Défresens. Bonjour à tous. Alors moi je vais partager avec vous la réflexion que j'ai menée sur l'utilité de la démarche éthique en établissement médico-social. Je vais essayer d'être rapide parce qu'on a pas mal de retard. Alors quand on parle d'utilité aujourd'hui, on pense souvent à la simplicité. Simplicité d'utilisation, de compréhension, de fonctionnement d'un logiciel informatique par exemple. On pense aussi à intuitivité, comme lorsqu'on fait référence au dernier smartphone. Alors que l'utilité de l'éthique, s'il en est une, se place à l'inverse de ce courant. Tout le sens de la démarche éthique réside justement dans la mise en exergue de la complexité. Du coup, plus que d'utilité, je choisirais de vous parler de la nécessité de la démarche éthique en établissement médico-social. Et j'ai choisi d'articuler mon intervention autour de 3 grandes questions. La première, c'est pourquoi la réflexion éthique s'avère-t-elle nécessaire aujourd'hui ? La deuxième, c'est en quoi est-elle nécessaire, dans le secteur médico-social particulièrement ? Et la troisième, c'est comment s'y prendre pour qu'elle soit utile, aux résidents et à leurs proches, aux professionnels et aux établissements médico-sociaux. Alors pourquoi la réflexion éthique s'avère aujourd'hui nécessaire ? D'abord, il m'a paru nécessaire de dire quelques mots sur ce qui l'a rendue indispensable par le passé. Quelle est son origine, d'où vient-elle et à quoi sert-elle ? Alors l'éthique, au départ médical, trouve son origine dans le procès de Nuremberg, procès qui visait à juger les auteurs des crimes nazis perpétués durant la Seconde Guerre mondiale. Les suites de cette guerre ont notamment confronté l'humanité à 2 grandes questions, celle de l'expérimentation et celle de la mort, l'une comme l'autre posée face à la liberté et face au crime. C'est à partir de ces 2 questions que l'éthique est née et que le tribunal qui a jugé les médecins nazis a élaboré 10 règles d'éthique médicale qui sont devenues le code de Nuremberg. Pour exemple, la première règle de ce code indique que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de sa capacité légale totale pour consentir. Qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte et de coercition. Alors ce paragraphe sur le consentement pourrait à lui seul être le centre de mon intervention, tant il s'agit d'un sujet au cœur des problématiques rencontrées en établissement médico-social. Le consentement interroge tout autant les conditions de vie offertes aujourd'hui aux résidents des établissements médico-sociaux, la liberté d'aller et venir, le consentement à intégrer un EHPAD, le consentement à intégrer une unité dédiée, le consentement aux soins, le devoir de protéger ces personnes vulnérables, que les pratiques professionnelles et institutionnelles qui y sont déployées. Ce sujet du consentement montre d'ailleurs parfaitement pourquoi la réflexion éthique s'avère aujourd'hui absolument nécessaire dans le secteur médico-social. Alors maintenant, en quoi la réflexion éthique est nécessaire dans ce secteur d'activité ? Alors selon moi, c'est avant tout par rapport aux populations qui sont accueillies dans ces établissements et aussi par rapport à la nature même de ces établissements. Les populations qui sont accueillies en établissement médico-social sont extrêmement diverses et hétérogènes et j'ai choisi ici de faire référence aux populations qui sont accueillies dans les établissements d'ADF-résidence. Alors il s'agit d'une population adulte, âgée et dépendante pour une partie d'entre elles et pour l'autre en situation de handicap du fait d'un traumatisme crânien, d'un AVC, d'une anoxie, d'un handicap psychique ou encore polyhandicapées. Et ces populations, même si elles sont très diverses, elles ont tout de même des points communs. Alors j'en ai identifié au moins 2. Le premier, c'est qu'on connaît souvent mal les pathologies dont elles sont atteintes d'un point de vue médical et scientifique. Et le deuxième, c'est qu'il y a encore 50 ou 100 ans, ces populations n'existaient pas. Leur existence a en effet été rendue possible par les progrès des sciences en général et de la médecine en particulier. Ainsi, les populations accueillies actuellement dans les établissements médico-sociaux
sont l'une des premières générations à vivre ce que cela peut représenter de vivre très âgé, très dépendant, avec une grave lésion cérébrale ou encore âgé et handicapé. Autrement dit, les progrès médicaux et scientifiques rendent possible des vies humaines qu'on sait encore mal soigner et qu'on ne sait pour le moment pas guérir. Et deuxièmement, on sait peu d'un point de vue existentiel ce que c'est de vivre ces vies ou ces étapes de la vie. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ce matin. La société tout entière, et particulièrement les professionnels de ces établissements, sans oublier les résidents et leurs proches, doivent se débattre avec cette double inconnue qui rend les repères fragiles, la relation à l'autre incertaine et les situations humaines complexes et délicates. Et bien, c'est dans ce contexte-là que la réflexion éthique est rendue nécessaire et indispensable. La deuxième chose, c'est la nature des établissements médico-sociaux, qui par nature sont des lieux fermés, même si tout le travail mené, notamment par la démarche éthique, tend à les ouvrir progressivement. Leur histoire vise en effet à accueillir les personnes les plus fragilisées, les moins normalisées, afin de les mettre à distance du reste de la société. On retrouve d'ailleurs ce phénomène de mise à distance à l'intérieur même des établissements médico-sociaux, et je reviendrai plus tard dans mon intervention. D'ailleurs, l'une des grandes difficultés rencontrées par les professionnels qui travaillent en établissement médico-social, quand je les rencontre, c'est la possibilité d'établir une vraie relation avec les résidents. Ces résidents sont en effet souvent atteints de pathologies dont les symptômes viennent compliquer la relation à l'autre. Si on prend la maladie d'Alzheimer, des symptômes tels qu'un discours incohérent, des pertes de mémoire, des fausses reconnaissances, des troubles temporospatiaux perturbent nécessairement la relation et l'échange qui pourraient s'engager naturellement. Dans le cas des personnes victimes de lésions cérébrales, ce peut également être les pertes de mémoire, le manque du mot, l'aphasie ou encore la désinhibition qui viennent rendre difficile la relation à l'autre. Et à côté de toutes les problématiques extrêmement médiatisées de manque de temps, de personnel ou de mauvais traitements qui seraient affichés dans ces lieux, on s'aperçoit également, quand on travaille dans ces établissements, qu'il y a une mise à distance des résidents. Cette mise à distance, elle est souvent protectrice pour les professionnels, mais elle s'avère également source de mal-être et de frustration pour eux. Et cette mise à distance, elle passe par plusieurs procédés, alors ce n'est pas exhaustif, mais c'est ceux que j'ai identifiés, tels que la suractivité, être dans le faire continuellement, l'évitement, tout faire pour ne pas se retrouver seul avec un résident mais privilégier le groupe, recréer au sein même de ces établissements des secteurs, des unités dédiées, un secteur pour les personnes gravataires, une salle à manger pour les personnes les plus dépendantes, limiter à l'intérieur même de la structure les lieux auxquels les résidents peuvent accéder librement. Et les professionnels indiquent d'ailleurs que cette mise à distance leur est enseignée dès l'école. Il ne faut pas s'attacher aux résidents, il faut rester professionnel, il ne faut pas éprouver d'affect. C'est pour ça que selon moi, il est nécessaire aujourd'hui d'engager une réflexion éthique à plusieurs niveaux. Au niveau des résidents d'abord, avec les questions suivantes: comment mieux prendre en compte l'humanité de ces individus? Comment mieux comprendre et mieux connaître leur existence? Comment leur offrir des conditions de vie suffisamment dignes et respectueuses de leur singularité? Au niveau des professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui exercent dans le secteur médico-social et qui n'ont pas choisi d'exercer dans ce secteur d'activité. D'ailleurs, il s'agit d'une dimension importante à prendre en compte dans la réflexion éthique qui nous intéresse, à savoir le contexte de la rencontre. Les établissements médico-sociaux sont des lieux où se rencontrent des personnes qui n'ont pas nécessairement choisi d'y travailler, ce sont les professionnels, et des personnes qui n'ont pas nécessairement choisi d'y vivre, ce sont les résidents. Ce contexte peut à la fois être à l'origine de processus de déliaison et entraîner de la violence, comme du mal-être professionnel, des difficultés à travailler en équipe, du turnover, de la maltraitance, ce dont on parle souvent aujourd'hui. Mais il peut également être à l'origine de processus de liaison, amenant de la créativité, de l'inventivité et de la vitalité. D'ailleurs, plusieurs exemples qui illustrent ce second phénomène vous seront apportés cet après-midi durant les ateliers. La réflexion éthique, elle peut donc offrir un cadre de questionnement qui facilite l'émergence de processus de liaison et qui régule les processus de déliaison à l'œuvre. Le troisième niveau auquel il est important d'engager une réflexion éthique, c'est le niveau institutionnel. Il convient en effet de pouvoir s'interroger régulièrement sur le fonctionnement de ces établissements. Quels cadres, quelles conditions de vie sont offertes aux résidents? Quelles règles, explicites et implicites, régissent le fonctionnement de ces lieux? Et par quelle logique de territoire ces établissements sont-ils traversés, etc., etc. Alors, comment s'y prendre maintenant pour que la réflexion éthique soit utile aux résidents et à leurs proches, aux professionnels et aux établissements?
Alors pour répondre à cette question, je vais vous présenter comment la réflexion éthique est menée à l'ADEF Résidence via son comité d'éthique. La création de ce comité, il a eu deux objectifs majeurs. Le premier, c'était d'initier et de nourrir une dynamique de réflexion et de remise en question qui garantissent le respect de la dimension humaine. Et le deuxième, c'était de contribuer à la construction de repères clairs. Le comité d'éthique d'ADEF Résidence a choisi de travailler selon une méthodologie structurée et rigoureuse qui débute pour chaque thème de réflexion par identifier et poser les éléments de sémantique, identifier s'il existe une problématique éthique. Il y a beaucoup de situations sur les établissements qui ne relèvent pas à proprement parler d'un questionnement éthique. Et il convient d'être vigilant de ne pas entrer dans une démarche de questionnement inutile. Il faut donc systématiquement et rigoureusement, pour chaque situation ou problématique repérée, traiter les questions d'ordre scientifique et particulièrement médical. Ça permet de poser ce qui est possible versus ce qui est impossible. Les questions d'ordre juridique. Ces questions obligent à identifier ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Et enfin, les questions d'ordre moral, qui permettent de définir ce qui est bien et ce qui est mal. À ce sujet, il y a bien sûr plusieurs types de morale, des morales religieuses, des morales laïques, des morales professionnelles. Et s'il est souvent assez aisé de répondre aux deux premiers types de questions, en tout cas quand l'établissement dispose des ressources et des compétences suffisantes et adaptées, la troisième question, donc celle d'ordre moral, amène souvent davantage de débats et de difficultés, voire parfois de conflits. Une fois que ces trois enjeux sont identifiés et clairement posés, il convient de s'interroger s'il reste des questions en suspens, des points d'achoppement, des interrogations non résolues. Lorsque c'est le cas et que les divers champs d'interrogation ne suffisent pas à résoudre une situation complexe ou difficile, il convient dès lors d'engager une réflexion éthique. Alors, une fois qu'on a mené tout ce travail au sein du comité d'éthique d'ADEF Résidence, on élabore des recommandations en pluridisciplinarité et toujours à partir de situations cliniques singulières rencontrées sur les établissements de l'association. D'ailleurs, pour illustrer cette méthodologie de travail et de réflexion, j'ai choisi de vous la lire appliquée par des directeurs d'établissements d'ADEF Résidence qui ont choisi une situation rencontrée sur un EHPAD en date du 19 septembre 2017. Donc, il s'agit du cas de Madame D, qui a été admise le 4 novembre 2011 au sein d'un EHPAD de l'association. Madame D est âgée de 77 ans lors de son admission. Elle vient de l'hôpital où elle était depuis 6 mois. Elle est veuve. Elle a un fils de 57 ans qui vit dans le sud de la France et qui vient la voir 4 à 5 fois par an. Elle entretient avec lui des relations tumultueuses et ce dernier est suivi dans un CMP pour graves troubles psychiatriques. Madame D bénéficie d'une procédure de tutelle. Elle souffre également de graves troubles psychiatriques et de silogomanie. C'est le fait d'accumuler de manière excessive des objets sans les utiliser et indépendamment de leur utilité ou de leur valeur. Elle est en fauteuil roulant et a besoin d'être partielle à totale pour les actes de la vie quotidienne. Elle est régulièrement suivie par la psychologue de l'établissement, mais elle refuse de voir un psychiatre. Et depuis son arrivée dans l'établissement, Madame D collectionne donc toutes sortes d'objets, voire de la nourriture, dans ses placards et dans sa chambre. Elle refuse que l'on touche à quoi que ce soit et que l'on déplace quoi que ce soit. Alors donc, ces directeurs ont identifié les différents enjeux dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme enjeu scientifique, notamment au niveau médical, ils ont identifié celui de l'hygiène et de la propreté. Comment respecter les standards alors qu'on ne peut toucher à rien ? Il y a un risque de glisser vers l'insalubrité si on ne fait rien, avec des risques de contamination sur le voisinage. Au niveau des enjeux juridiques et légaux, Madame D a une tutrice, mais avec qui elle entretient des rapports compliqués et qui est peu présente. Légalement, peut-on forcer son lieu de vie sous prétexte de le nettoyer ? Se pose la problématique des droits et libertés de chacun. Et sur les enjeux moraux, est-ce bien de la laisser dans cet environnement ? Fait-elle quelque chose de mal ? Alors, les enjeux éthiques qui ont été identifiés par ces directeurs, c'est que le personnel est déchiré entre plusieurs injonctions, maintenir des lieux propres et respecter le désir de la résidente. Cela met aussi en lumière la difficulté de considérer l'individuel dans le collectif, on en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas traiter le cas de cette résidente comme les autres. Ensuite, ils ont émis des recommandations. Donc, au niveau de la résidente et de sa famille, il est difficile d'inclure le fils dans la réflexion au vu de sa pathologie, mais on pourrait proposer une réunion pluridisciplinaire avec la résidente, en lui exposant le paradoxe auquel nous sommes confrontés. Sinon, une réunion avec la direction, avec qui elle a confiance, et une personne de confiance dans l'équipe à minima. Il pourrait être proposé de la reloger, de lui donner du matériel pour qu'elle fasse elle-même un peu le ménage, la poussière par exemple.
Au niveau des professionnels, les directeurs proposent d'expliquer que la bientraitance ne peut se mettre en place qu'avec le résident, qu'il n'est donc pas envisageable de faire des choses dans son dos ou en son absence. Parfois, dans ces cas-là, les professionnels ils interviennent quand le résident est en train de déjeuner, par exemple. Que l'accompagnement se fera avec la résidente en essayant de trouver un compromis. Il est important de dire aux professionnels qu'ils ne pourront pas trouver de solution seuls et que ce genre de cas doit être discuté à minimum pluridisciplinaire. Et enfin, au niveau institutionnel, ces directeurs ils proposent de remettre dans l'institution un groupe de réflexion éthique pour pouvoir aborder ce genre de réflexion avec les professionnels qui sont quotidiennement soumis à des injonctions paradoxales de ce type. Alors, pour finir mon intervention, je voudrais vous proposer 2 idées qui sont issues de la réflexion éthique menée à ADEF Résidence et qui seraient, selon moi, à déployer sur l'ensemble des établissements médico-sociaux pour proposer justement d'autres fonctionnements. La première idée, c'est de développer le principe d'autonomie. On en parle souvent en ce qui concerne les résidents, mais il faudrait également développer ce principe au niveau des professionnels. Comment chacun, à sa place, dans son rôle et sa fonction, peut-il bénéficier d'un degré d'autonomie suffisant et qui lui permette de s'adapter à chaque résident suivant le contexte et le moment. De même, comment chaque établissement peut jouir d'une autonomie suffisante qui l'engage à créer des projets, tout en assurant un cadre de fonctionnement suffisamment sécure et sécurisant, et qui garantisse une qualité suffisante à l'accompagnement de chaque résident. La deuxième idée, c'est de réfléchir chaque sujet de manière complète et complexe, autrement dit, opérer un processus de mise en abîme, plutôt que de systématiquement circoncire une situation ou une question à un champ précis d'activité ou à une seule discipline ou compétence. Il s'agirait d'ouvrir le champ des possibles. Merci. Merci beaucoup, Sabrina. J'ai une question sur les effets que vous observez dans les établissements liés à la mise en place de la démarche éthique. Alors les effets, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'abord dans les conditions de vie qui sont offertes aux résidents. Je parlais du fait que les établissements médico-sociaux par nature sont fermés. On se rend compte que de plus en plus sur les établissements de résidence, on a tendance à ouvrir, que ce soit ouvrir vers l'extérieur ou même à l'intérieur des établissements, à décloisonner. Par exemple, il y a tout un travail actuel sur les unités protégées, sur les unités dédiées pour essayer d'arrêter de fermer ou d'enfermer en tout cas les gens dans ces lieux. Mais c'est aussi des effets sur les conditions d'exercice des professionnels, en tout cas sur les pratiques professionnelles et institutionnelles. On se rend compte que, en tout cas, il y a une vraie autonomie de pensée qui se met en place dans les établissements et que de plus en plus, les professionnels s'interrogent sur leurs pratiques et sur les effets de leurs pratiques et qu'il y a vraiment une dynamique institutionnelle qui est à l'œuvre sur beaucoup d'établissements. D'ailleurs, ce sera illustré cet après-midi par des professionnels, des résidents, des établissements qui viendront parler de projets ou de situations concrètes qui sont en place sur les structures. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pas de questions? C'est vrai que l'heure du déjeuner approche. Je vais proposer à tous les intervenants de bien vouloir nous rejoindre. C'est un sujet très difficile de savoir s'il faut qu'il y ait une réflexion éthique ou si chacun doit avoir sa propre éthique. C'est la question de la liberté individuelle. Faut-il laisser à ses collaborateurs une grande liberté, à condition qu'ils rendent compte? Ou est-ce qu'il faut leur dicter ce qu'ils doivent faire? Moi, je me demande si on doit vraiment avoir une réflexion qu'on qualifie d'éthique. J'ai assisté à un cours de Yanis l'autre jour sur l'éthique appliquée. Et ce que j'ai retenu, c'est que on ne savait pas ce que c'était que l'éthique appliquée et qu'on ne savait pas à quoi il fallait l'appliquer. Mais la discussion a duré 2 heures et était passionnante. Donc que l'on parle de ces sujets me paraît indispensable. Mais que l'on édicte des lois
me paraîtrait très dommageable. Bon. C'est facile de dire en réponse, Jean, je parle de Jean parce que ça a été un de mes maîtres. Voilà, je ferme cette courte parenthèse. Donc, tu as tout à fait raison, et c'est très facile de dire tu as tout à fait raison. Cela étant, comme l'a souligné Madame Blou-Laurent à l'instant, en fait, ce qu'on souhaite à l'intérieur de la résidence, qui est un petit milieu, tu vois, quelque chose de fermé, et qu'on veut ouvrir, c'est justement de ne pas dicter quoi que ce soit. Et quand tu as dit tout à l'heure que, effectivement, je me référais à certaines lois, je t'ai dit en aparté que c'était pour les dénoncer. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a souvent assez animée avec l'avocat que tu as entendu tout à l'heure. Donc effectivement, pour ça que Mme Laurent a insisté sur le fait que, pour être sérieux, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as raison, ça mériterait 2 heures, 3 heures, des heures de discussion. Tu as tout à fait raison. C'est partir au moins de constatations qui peuvent être accessibles à tout le monde avant de délirer et d'énoncer des lois. Et Sabrina a bien insisté sur le fait que, avant d'engager une discussion éthique, il faut que ce ne soit pas prétentieux, empoulé, phraseux. On se dit quelle est la situation connue, scientifique et médicale du sujet qu'on aborde. Si on a une réponse, ce n'est pas la peine d'engager une discussion éthique. C'est absurde. Non seulement c'est prétentieux, empoulé, phraseux, mais c'est absurde et on perd du temps. On va plus loin. Si on pousse jusqu'à les constatations, effectivement, c'est pour ça que j'ai cité les lois tout à l'heure, et je ne suis pas le seul. On n'est pas heureux de ce qui s'est fait. Et pourquoi j'ai cité ces lois tout à l'heure? Parce qu'effectivement, même parmi les plus récentes, celle de 2005 concernant le handicap, in fine, la personne en situation de handicap, elle termine comme objet. Elle n'est même plus comme personne ni comme sujet au sens juridique du terme, elle est objet. Donc à quoi ont servi les lois? Troisièmement, on aborde la morale. Pardonnez-moi, je ne fais que répéter ce que vient de dire Mme Blou-Laurent. Il y a des gens qui estiment que c'est bien de faire ça, d'autres que c'est mal. Sans parler de quelqu'un que je ne citerai pas, qui au décours des états généraux concernant la révision de la loi bioéthique a dit, je ne citerai volontairement pas son nom, c'est inutile et ce serait abject. Je ne sais pas ce qu'est le bien ou le mal. Évidemment, il y a une réaction, notamment des catholiques, qui ont dit, si cette personne ne sait pas, je ne sais pas pourquoi elle intervient. Mais il n'empêche que, quelquefois même au terme de cette accession à ce qui existe, religieux, laïque, de famille de pensée, on n'a pas la solution. Et ce qu'on souhaite, nous, dans notre milieu, très humblement, peut-être que j'utilise ça trop souvent, très humblement, c'est de proposer aux personnes qui nous entourent et qui entourent les personnes âgées, soit dépendantes, soit de plus en plus non dépendantes, et les personnes en situation de handicap qui bénéficieront certainement des avancées des neurosciences, leur proposer une démarche qu'on appelle démarche éthique, au-delà de ces 3 phases, ensemble, et qui permettent de se questionner le moins mal possible pour adopter une action, non pas envers, mais au bénéfice de ces personnes accueillies, qui soit la moins mauvaise, sinon la meilleure possible. Et tu as raison, il n'y a pas de loi. C'est pour ça que nous tous ici, quand on parle d'éthiciens, on a immédiatement les poils qui se hérissent, pas une poussée d'urticaire, mais les poils qui se hérissent au minimum. Il n'y a pas de loi éthique, notamment en ce qui concerne les éthiques au quotidien. Et ce sont les éthiques au quotidien. J'ajoute juste une petite remarque, Jean. Évidemment, je suis d'accord, c'est même le petit travers aujourd'hui qu'on constate, c'est que l'éthique aussi en voie de protocolisation, l'éthique aussi en voie de normalisation, c'est-à-dire que ça devient un discours un petit peu, voilà, un petit peu de haut en bas, un petit peu complexe. Et quand je dis je ne sais pas ce qu'est l'éthique, alors pas le bien et le mal, mais je ne sais pas ce qu'est exactement l'éthique, c'est qu'il y a des connaissances pour faire avancer l'éthique, on l'a dit,
Mais en même temps, ça devrait être une démarche que tout le monde peut reprendre, sinon c'est pas de l'éthique. Parce que si c'est pas une démarche quotidienne, c'est pas une démarche concrète, ouais, ça intéressera plus personne. C'est comme les discours un peu incantatoires, vous savez, il faut faire ci, il faut respecter la personne, etc. Mais pas suivi des faits, c'est très dommageable. Ça finit par avoir des effets contraires à ceux souhaités. Juste un petit mot. Sur les lois, et plus de lois, je ne sais pas ce que vous avez avec les lois, mais c'est un peu. Ça me fait l'effet, vous savez, nous sommes tous pareils aussi, on veut moins d'impôts et plus de services publics. Alors, tout le monde veut moins de lois, mais d'un autre côté, plus de protection, plus d'organisation, plus de collectifs. Alors, je ne plaide pas pour la loi en elle-même. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire du droit et que l'intérêt du droit ou de la loi, appelez ça comme vous voulez, j'ai dénoncé devant vous notamment cette généralisation et cette multiplication des bonnes pratiques qui participent, à mon avis, de cet excès de normalisation et qui participent de ce souci de normaliser l'éthique. Quand on aura un catalogue de bonnes pratiques, on aura tous les réflexes sur ce. Mais l'intérêt de la norme et de la règle, qui encore une fois n'a pas peut être intelligente, et c'est que ça donne une dimension collective et cohérente à une démarche. Et à un moment ou à un autre, vous savez ce qu'on dit, on le dit beaucoup, vous parliez de liberté individuelle, entre la liberté individuelle et finalement l'organisation collective. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc la question est de savoir si, bien évidemment, on peut faire que chacun de son côté ait sa propre éthique, et qu'il ne s'agit pas de prescrire quoi que ce soit en disant voilà, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique, etc. Je pense qu'il faut, plus que la liberté individuelle de chacun des collaborateurs, bien évidemment, un engagement individuel réel, mais l'éthique aura toujours une dimension collective, parce que ça repose encore une fois sur le partage des erreurs et des doutes. Et parce que la liberté individuelle, ça sera le monde des certitudes et des actions individuelles qui, précisément, ceux contre précisément, on a le souci d'éviter. Donc, encore une fois, moins de mauvaises lois, oui, plus de bonnes lois, oui, et essayons de donner quand même une cohérence, un souci collectif, une dynamique collective. Je pense que sans dynamique collective, il n'y en aura pas. Et il ne s'agit pas de laisser chacun dans son coin pour forger sa propre éthique. Quant à Yanis, finalement, quand on écoute Yanis, on ne sait plus ce que c'est qu'un établissement médico-social. Donc, il faut se méfier des dangers de la pensée de Yanis. Alors, l'éthique appliquée, je ne sais pas si ça existe, mais l'éthique concrète, il faut que ça existe. Voilà. Est-ce que je peux dire encore un mot ? D'abord, je ne suis pas contre la loi, je respecte la loi. Mais nous sommes le pays qui fait le plus de lois au monde. Et dans la loi, il y a toujours un contexte politique qui ne dépasse pas l'intérêt général et qui, quelquefois, est surprenant. Je prends l'exemple de la loi de 70 qui condamne les gens qui fument du hashish à 1 an de prison. J'ai été conseiller du ministre de l'Éducation nationale pendant plusieurs années et je me suis trouvé à Matignon quelquefois à discuter de sujets qui n'étaient pas du tout des sujets d'éducation nationale, qui étaient faut-il interdire le hashish, faut-il revenir sur la loi de 70 ? Et évidemment, on n'est arrivé à rien puisqu'il y avait des oppositions dans tous les sens et qu'on vient de le voir aujourd'hui ou hier ou avant-hier, quand quelqu'un a dit qu'on allait condamner quelqu'un qui fumait un joint à 200 € d'amende. Alors là, on atteint le comble du ridicule, puisque la loi n'est pas capable d'interdire le tabac, l'alcool ou beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que de fumer un joint. Donc, je ne suis pas contre la loi, mais il y a un problème avec les lois. Et il faut essayer d'avoir des discussions collectives intéressante. Et l'éthique, pour moi,
C'est l'exemple que j'ai connu aux enfants malades dans le service de néonatologie, où le chef de service mobilisait l'ensemble du personnel et quelqu'un de l'extérieur, et où on discutait du cas d'un enfant dont on se posait la question de savoir s'il fallait continuer à faire des soins ou s'il fallait s'arrêter. Et chaque fois que j'ai été invité à ces réunions, j'ai eu l'impression qu'il y avait un accroissement général de la pensée. Et je suis absolument pour ces discussions au sein des établissements, au sein de la nef-résidence, mais pas forcément pour déboucher sur quelque chose de concret, mais simplement pour parler, parce que c'est ça qui est le plus important. Bonjour, Victoria Rodriguez, infirmière. J'avais une question, peut-être une remarque que j'avais envie de partager avec vous. Je remercie pour la qualité des interventions et j'avais une question sur la place du corps que vous avez mis en exergue tout à l'heure, sur peut-être d'ailleurs on verra cet après-midi s'il n'est pas la clé de la continuité entre soins et accompagnement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, juste pour... Voilà, j'ai été formée récemment, qui plus est, donc je suis jeune infirmière, mais ça se voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'on remet le corps en avant? Est-ce qu'on a un peu essayé tous les modèles possibles et on a échoué? Est-ce qu'on se rend compte qu'on l'a laissé de côté depuis trop longtemps? Voilà, comment on en arrive à ça, sachant que moi, personnellement, dans ma pratique, je ne peux pas distinguer les deux. Mais comment on est arrivé à ça? Alors pour la réponse complète, comme je suis dangereux, comme disait Yves, il faut lire mon livre, Le nouveau culte du corps, pour comprendre ça dans le détail. Mais pourquoi on y est arrivé? Oui, par l'échec des autres, très clairement. Par l'échec d'une perspective uniquement cérébrale, par une approche cérébrale aussi du soin. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, c'est un mouvement de fond, hein, vous connaissez peut-être le livre de Daniel Pénac, Le journal de mon corps. Il y a aujourd'hui des historiens du corps, comme Georges Vicarello, c'est le plus connu. Le corps est devenu un objet de sciences humaines et sociales, est devenu un objet de réflexion incontournable, massif, alors qu'il n'intéressait personne il y a encore un siècle. Enfin, on ne parlait pas du corps de manière très fouillée. Il y a aussi les neurosciences, il y a aussi les progrès médicaux, évidemment. Mais pourquoi on passe par le corps? Parce qu'on s'est rendu compte que la vraie approche, enfin, pour toucher réellement le sujet dans toutes ses dimensions, il ne fallait pas exclure le corps. Il y a un livre connu de Pili Sicard, le prédécesseur au CCNE, qui s'appelle La médecine sans le corps, pour dire qu'une certaine médecine, c'est plus tout à fait le cas, enfin on essaie de remonter cette pente-là, cette pente idéaliste, hein. Une certaine médecine a oublié le corps à un moment, ou l'a objectivé, a oublié le corps réel, Donc si on revient aujourd'hui aux sensations corporelles, aux synesthésies, dans le détail, c'est avec 50 ans de retard sur la philosophie. La phénoménologie avait mis le corps en avant et elle a eu très beaux effets en psychanalyse, en psychiatrie, malheureusement oubliés, occultés depuis. Mais cette attention pour le corps vécu, le corps propre de chacun, elle est fondamentale. Elle revient aujourd'hui, effectivement. Mais je m'interroge sur ce retour. Est-ce que c'est un vrai retour ou est-ce que c'est un retour annoncé mais pas réel? Voilà. Je m'interroge là-dessus. Bonjour, merci pour la qualité des interventions. C'est une matinée très riche. J'avais une question sur l'organisation, le fonctionnement de votre comité d'éthique, qui en fait partie et comment ça se passe. Et en particulier, je voulais savoir s'il y avait une place pour les personnes accueillies, accompagnées dans les établissements dans ce comité d'éthique. Alors en fait, la démarche éthique à la nef-résidence, il y a le comité d'éthique associatif qui a pour but de réfléchir les enjeux éthiques au niveau du fonctionnement de l'association, où là, il y a quelques personnes de la nef-résidence et des personnes extérieures sinon, à l'association. Ça se fait en pluridisciplinarité et il n'y a pas directement de résidents qui participent à ce comité d'éthique. Par contre, comme je le disais, on part toujours de situations issues des établissements. Et ensuite, ce qui est travaillé aujourd'hui, c'est le fait que chaque établissement puisse avoir un groupe de réflexion éthique où là peuvent être
peuvent faire partie en tout cas des résidents, des familles, des professionnels et aussi des personnes extérieures. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très important aussi de pouvoir parler d'ouvrir l'établissement, mais c'est important aussi d'ouvrir la réflexion et d'avoir des regards extérieurs dans ce genre de comité, c'est primordial. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions. Je lance un magazine en ligne en fait, dédié à la santé mentale et notamment pour aider les proches de personnes en difficulté psychique à finalement accompagner. Et du coup, j'ai une question un peu plus concrète. Est-ce qu'on sait si dans les pays occidentaux, on a plus de personnes âgées qui vont se laisser un peu glisser vers le fond, qui vont se laisser tomber elles-mêmes, et donc aussi plus d'infantilisation peut-être de la part des accompagnants et des soignants par rapport à des pays des endroits comme le Moyen-Orient où au final on a plutôt des personnes âgées qui vont être accompagnées, qui vont rester dans leur famille en fait et qui sont parfois une charge difficile, hein, c'est pas mais qui donc restent plus dans l'environnement et aussi qui sont mieux considérées par la société parce qu'en général la personne âgée on la considère quand même comme quelqu'un d'assez sage, un peu les doyens de la famille, etc. Donc est-ce qu'on sait s'il y a une différence entre les pays par rapport aux réactions que ça va engendrer chez les personnes âgées? C'est un peu l'image d'Épinal, le bon traitement des seniors, des personnes âgées ailleurs. Hein. Au Proche-Orient, enfin je peux en parler parce que je suis né là-bas, c'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'hésitent pas à institutionnaliser leurs proches. Bon, la preuve, mon oncle, mais c'était un cas extrême. Mais on a un peu moins de considération quand même parce qu'il faut voir que la civilisation actuelle est passée partout. Hein. Il y a même des EHPAD qui se créent en Chine ou ailleurs, actuellement en Afrique. Hein. Donc il y a une évolution des mentalités, il y a moins de respect peut-être pour les ancêtres, entre guillemets. Il y a aussi c'est même pas l'individualisme, cet autisme agressif qui se développe un peu partout, y compris au Proche-Orient. Hein. Et on se dit toujours en y retournant que ce n'est plus tout à fait la même chose, la même qualité de relation humaine. Donc c'est simple, si quelqu'un déambule dans la rue, quelqu'un qui a fugué entre guillemets ou qui s'est perdu, eh bien aujourd'hui on ne s'arrêtera pas forcément pour l'aider. Vous voyez, au Liban même, dans des pays où l'humanité était encore extraordinaire, on va dire. Bon, donc il y a quand même aujourd'hui ce sentiment que quelqu'un qui dépasse un certain âge et surtout glisse hors des fonctions normales, on va dire, de l'humanité, n'est plus tout à fait considéré comme faisant partie de... Je ne vais pas généraliser, bien sûr, mais il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est plus tout à fait le cas, à mon sentiment en tout cas. Bonjour, une dernière question, Yanis. Yanis Thierry Zucco, bonjour. Récemment, l'UNEFT... On n'entend pas. L'Université de Rouen et l'UNFTC ont publié un livre blanc, et il ne marche pas. Ah, si. Récemment, l'UNFTC de Rouen ont publié un livre blanc sur les personnes état post-relationnel. Je ne vais pas parce que c'est un très bel ouvrage, et très long, mais juste 2 mots qui sont en lien avec des remarques sur le corps. C'est une mère d'une personne en état post-relationnel qui disait « Je viens de découvrir en librairie récemment 2 ouvrages, l'un consacré aux arbres qui ont une mémoire et qui communiquent, l'autre aux plantes qui ont une mémoire émotionnelle, puisque lorsqu'on les voit se modifie. Une personne aussi relationnelle, remarque, citation, voilà ce que je voulais dire sur le corps. Il y avait une absence de continuité dans ton propos, mais j'ai quand même compris l'essentiel.
c'est une excellente remarque que je me suis faite moi-même en passant devant ces affiches, vous savez, dans le métro, la vie des arbres, la vie secrète des arbres, ce que pensent les plantes, etc. On se dit qu'il y a aujourd'hui, y compris alors dans un mouvement qui m'horripile complètement, un mouvement vegan militant, hein, je veux dire, qui joue beaucoup sur cet aspect, les animaux vivants dans l'assiette, etc. Mais il y a effectivement aujourd'hui quelque chose de très contrasté, une sorte de découverte, de redécouverte, je dirais, parce qu'on a toujours su, alors ça, vous savez déjà que les plantes ont une sorte de vie sensitive, que les animaux ont une vie, etc., qu'elles font partie du vivant, il ne faut pas les en exclure. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de découverte un peu babacool, naïve de la vie secrète des arbres. Effectivement, en lisant ce livre, je ne l'ai pas couru, il est absurde ce que pensent les plantes. On a le sentiment que les plantes sont des grandes penseuses, quoi. Enfin, moi je regarde mon cactus chez moi d'une autre manière depuis. J'attends qu'ils me disent des choses profondes qui ne savent pas. Bon, c'est certainement qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas très vite ou de manière très spectaculaire. Passons. Mais le côté inverse, inversement, il y a dans les faits, hein, concrètement, il y a une absence de considération des gens qui pensent pourtant d'une certaine manière, mais justement à qui on renvoie l'image de leur inutilité. Donc c'est paradoxal, tu as raison, enfin c'est bien ce que tu veux dire. C'est paradoxal ce double mouvement. Réhabiliter les animaux, ça devient des êtres pensants, les animaux, clairement. Carrément pensants, même artistes, enfin bref, je passe sur les excès de ce mouvement. Les plantes aussi. Et finalement une sorte de cheminement contraire pour les personnes handicapées, par exemple. Récemment, enfin il y a quelques années, Véronique Fournier du Centre d'éthique clinique de Cochin avait fait scandale avec une couverture d'une carotte branchée avec des électrodes, vous savez, pour dire la vie végétative. La vie végétative. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah non, les carottes, c'est plutôt des êtres sains. » Donc, il ne faut même pas comparer quelqu'un dans le coma à une carotte, parce que c'est dégradant pour la carotte. Voilà. Donc, on voit ici qu'il y a une vision, je trouve, très très relativiste. Moi, j'ai un discours sur le relativisme éthique que j'en connais. Aujourd'hui, on a d'un côté un très beau discours, de très beaux discours, et dans les faits des pratiques vraiment, pour le dire vite, indignes ou complètement contestables, comme si l'un autorisait l'autre, comme si le beau discours autorisait des transgressions en pratique. Quelques mots, tu sais que l'environnement, je ne vais pas donner mon couplet sur l'environnement, mais la biodiversité, en tout cas, sérieusement, a été envisagée en termes non seulement de réflexion éthique à mener, mais réflexion éthique à mener sans donner dans l'anthropomorphisme exagéré, excessif, inadapté, pour pouvoir ressortir de la biodiversité des exemples de communication, on en parle depuis ce matin, et de réflexion. On vient d'en parler, notamment avec Jean-Ray, ne serait-ce que parler et réfléchir, qui peuvent être tirés de l'étude de la biodiversité. Et on apprend des milliers de choses. Et beaucoup de mes collègues et confrères en santé et environnement ont été absolument ravis que le CCNE s'empare de ce sujet concernant la biodiversité, pour pouvoir en tirer des conclusions et peut-être des bénéfices en ce qui concerne notre fonctionnement dans l'espèce humaine. Je sais qu'il y avait également une question de Myriam Paris, si je ne me trompe pas. Rajouter quelque chose, c'était par rapport à la question de la demoiselle. Dire que certes, il y a certains établissements qui s'ouvrent dans le monde entier, mais qu'il faut surtout voir que dans tous ces établissements, il y a des cultures différentes. Et c'est intéressant en fait de voir que l'adaptation de la culture, pas forcément de la culture du pays, mais de la culture des gens qui y vivent, je parle des soignants, fait vivre cet établissement et que les résidents y adhèrent en fait. Et que ça peut être très intéressant, même en France en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être l'heure de déjeuner. On vous rappelle également que c'est l'occasion de voter pour les talents, de choisir votre talent. L'heure est au niveau de l'accueil et on commencera les ateliers à 14h15. Merci.